bon. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller, je crois qu'on va être tranquille cette fois, hein. Salut les amis, bienvenue dans ce 3e épisode concernant les batteries, après celui sur la production des matériaux nécessaires, dont je vous conseille de faire le visionnage avant de vous lancer dans celle-ci. Je vous mets en fiche là, et dans les descriptions, là, les liens vers cette vidéo. La seconde vidéo était consacrée aux incendies, et elle peut être regardée avant ou après celle-ci. Oh non. Voilà. J'ai cru que j'allais rater l'émission. Salut tout le monde. Ouais, moi aussi je pensais que t'allais rater l'émission. Hein. Ça aurait été ballot, hein, ça aurait été dommage. Allez, générique. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est la fabrication des batteries de nos voitures électriques. Au-delà du simple process technique, nous en apprécierons les implications économiques et financières. Bien entendu, les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo sont en description et je vous invite à les consulter avant de faire chauffer les claviers en commentaire. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Cela permet également de mieux référencer la chaîne et de la faire perdurer. Merci beaucoup. Nous avons vu dans la première vidéo que c'est Sony qui commercialise la première batterie lithium-ion en 1991. Pourtant, n'imaginez pas qu'elle a été inventée quelques mois auparavant, hein. La création est un long processus et celui de la cellule lithium-ion commence dans les années 1970 avec Stanley Whittingham. Ironie du sort, c'est grâce à l'investissement du groupe pétrolier Exxon que cette découverte fut possible. Tu vois bien que les pétroliers font de bonnes choses. T'as raison Rex, mais je suis pas ici pour stigmatiser les pétroliers. Le pétrole permet de produire énormément de bonnes choses s'il n'est pas gaspillé en le brûlant. En revanche, ce n'est pas par pur altruisme qu'Exxon a financé les travaux de Whittingham, mais par peur de voir la crise pétrolière du début des années 70 s'éterniser. D'ailleurs, sitôt la crise finie, les crédits de cette branche ont été purement et simplement supprimés. Le prototype de Whittingham est repris et modifié par John B. Guggenau. Celui-ci changera les matériaux de la cathode, ce qui permettra d'obtenir une densité énergétique supérieure et une meilleure stabilité. C'est le japonais Akira Yoshino qui finalisera les travaux en abandonnant le lithium pur pour la cathode et en ajoutant du coke et du carbone. Nous sommes en 1986 et la cellule lithium-ion est à maturité. Il faudra 5 ans à Sony pour mettre en place le processus de fabrication et lancer la commercialisation. Si la sortie grand public du produit a pris du temps, la reconnaissance de ses inventeurs en a pris encore plus. Les 3 hommes ne recevront le prix Nobel de chimie qu'en 2019. Il a fallu plus de 15 ans pour passer du premier prototype à un produit commercialisable, et 5 de plus pour trouver le moyen de le rendre abordable pour une production de masse. Ce processus a d'ailleurs peu changé dans son principe en 25 ans d'existence. Il a en revanche évolué dans sa forme. Voyons le principe. La première étape est la fabrication des électrodes. Le lithium métallique est tout d'abord laminé à une épaisseur de l'ordre de 250 microns. Le lithium étant un métal mou et collant, une fine couche de plastique est enroulée avec le long ruban qui est ainsi obtenu afin que les couches ne fusionnent pas. Un second laminage est effectué pour avoir une feuille la plus fine possible. Plus la feuille est fine, plus on peut mettre de couches dans l'empilement, et donc plus la batterie obtenue est efficace. En parallèle de la production des bandes de lithium, des machines de mélange préparent les encres. Ces encres sont faites de composés métalliques pour la cathode ou de silicium et de graphite pour l'anode. Les encres sont alors déposées sur les bandes de lithium. Une fois séchées dans un four continu, il est temps de découper les électrodes en fonction de leur utilisation. En effet, toutes les batteries lithium-ion n'ont pas la même forme. Les plus petites sont sous forme de poche, comme dans votre téléphone portable. Les électrodes sont alors découpées à la forme voulue puis empilées. C'est généralement le format choisi dans les petits objets connectés ou les smartphones. L'avantage de ce type de batterie est qu'on peut leur donner la forme que l'on veut, afin d'occuper tout l'espace disponible dans ces petits appareils.
Leur production en grande série est facile à automatiser, mais leur densité énergétique est un petit peu moins bonne que les autres types de batteries lithium-ion. Une fois les empilements d'électrodes effectués, on place l'ensemble dans une poche en plastique isolant et étanche. On introduit alors l'électrolyte et on scelle sous vide la poche afin d'extraire l'air de la batterie. Pour des applications demandant plus de puissance, certains fabricants ont réutilisé les techniques des fabrications des piles. Plutôt que de produire de multiples électrodes dont on soudera les bornes ensemble, les enrouler facilite la production et permet de disposer de cellules plus puissantes avec une meilleure densité énergétique. Ce format permet de superposer les piles pour en faire des batteries pour les ordinateurs portables par exemple. C'est tout à fait le cas des cellules 18650. L'enroulement des électrodes est introduit dans un cylindre d'aluminium, puis on referme une première fois la cellule. On injecte l'électrolyte sous pression qui expulse l'air et imprègne rapidement les électrodes. Puis on scelle définitivement la cellule. Ce procédé est moins cher que la production en poche, mais certains fabricants voulaient aller plus loin pour les voitures électriques. En effet, augmenter la taille d'une cellule permettait d'en augmenter la capacité et d'en produire moins pour une puissance donnée. Ce raisonnement a toutefois ses limites, et les dispositions côte à côte des cylindres laissaient de grands espaces vides entre les cellules. Il a fallu trouver le bon compromis, diamètre, longueur. Ce fut fait avec la cellule 2170. Une troisième architecture existe, la batterie prismatique. Ce procédé de fabrication est identique à celui des batteries cylindriques, mais l'enroulement de l'électrode est oblong. On peut installer ces cellules dans des conteneurs en aluminium et elles ont une bien plus grande capacité que les cylindriques. En revanche, elles sont très compliquées à refroidir. On a alors besoin d'un nombre moins important pour obtenir la même capacité totale. Alors pourquoi certains constructeurs comme Tesla n'utilisent pas cette architecture ? Elles seraient bien moins chères à produire que les cylindres. Si elles sont adaptées à des usages de faible puissance et surtout à des recharges lentes, les batteries poche et prismatiques ont un défaut majeur, la difficulté à réguler leur température interne. On sait que les charges rapides peuvent dégrader les batteries lithium-ion si la température n'est pas correctement régulée. Qu'il s'agisse du déchargement ou du rechargement, les packs doivent être maintenus entre 20 et 60 degrés pour être dans des conditions optimales. Dans les batteries prismatiques, la surface de contact des cellules avec l'air extérieur est insuffisant. Cela empêche la bonne dissipation de la chaleur. Pour préserver la batterie, on diminue alors la puissance de charge ou de décharge. C'est ce qui est arrivé à Nissan avec sa Leaf 2 et le Rapidgate. Revenons à notre fabrication. Maintenant que nous avons nos cellules, il faut les assembler pour en faire une batterie. Le cas le plus simple est celui des batteries prismatiques. Les blocs sont posés les uns à côté des autres et sont connectés. C'est tout. On voit bien que Nissan a choisi cette solution pour des raisons de coût et de simplicité. Pour Tesla, c'est beaucoup plus compliqué. Les cellules sont tout d'abord assemblées en blocs, puis en modules, dans des boîtiers prévus spécialement. Les conduites de refroidissement sont installées et les électrodes sont soudées. Enfin, on referme les modules. Ensuite, en fonction de la taille de la batterie qu'on veut mettre dans l'auto, on met un certain nombre de modules qui sont connectés les uns avec les autres. Eh ben ça en fait des opérations. Toi qui disais que les voitures électriques c'est plus facile à fabriquer qu'une voiture thermique, je trouve ça vraiment dur à croire. Si tu prends un élément pris isolément, il est normal que ça puisse paraître paradoxal. En effet, la complexité de la fabrication des batteries est largement compensée par une simplification des autres sous-ensembles de la voiture. Les moteurs électriques sont infiniment plus simples et faciles à produire qu'un moteur thermique. L'absence de boîte de vitesse est aussi un facteur de simplification et de diminution des coûts. Il n'y a pas de système d'échappement, d'antipollution ou de filtre à particules ou catalyseur, ce qui réduit notamment la pollution et la complexité de production. Autre chose, Rex ? Rex devrait se poser une vraie question. Si une voiture électrique est plus facile à produire qu'une voiture thermique, pourquoi est-elle plus chère ? J'allais le dire ! La voiture thermique est bien en place depuis des décennies. Elle ne requiert plus beaucoup de recherche et surtout de développement. L'outil de production est bien en place et bien amorti. Une marque comme Tesla va devoir dépenser sans compter pour développer son mode de fabrication, son réseau de recharge ainsi que tous les process industriels permettant de s'assurer son avenir. Si les procédés de fabrication des voitures, mais surtout des batteries, évoluent, nous sommes bien loin encore du coût le plus bas possible. Ne pas investir dans une automatisation des productions de batteries, modules et packs
serait une porte ouverte pour se faire dépasser par un concurrent plus aventureux. Si 50% de la production d'une cellule est due aux matériaux, c'est sur le reste qu'il faut agir. Après avoir automatisé, rationalisé sa production par l'utilisation de robots performants produits en interne, Tesla est en train de reprendre l'ensemble de la production des pièces détachées dans ses propres usines. Concentrer toutes les étapes de la production et les rationaliser va permettre au prix plancher des batteries de baisser drastiquement. Ce qui se passe aujourd'hui est la réplique exacte de la production des microprocesseurs informatiques il y a 25 ans. Les performances faisaient un bond en avant, tandis que la production faisait toujours plus de progrès et devenait bon marché. Ceci est valable pour les microprocesseurs, mais également pour tous les composants électroniques. Et ces composants électroniques bon marché et performants, on va les retrouver dans nos batteries. Ils vont être intégrés au système de gestion de charge et décharge des cellules, ou BMS. Je ne développerai pas ici ce BMS, on en reparlera dans un futur épisode. Vous savez maintenant comment on produit les batteries lithium-ion qu'on met dans les voitures et pourquoi elles vont se généraliser. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le partager et à lui mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si la thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche afin de ne rater aucun épisode. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous, salut! Bon allez, c'est pas marrant Didier, laisse-moi sortir. Oh, Didier!